Eh oui, à Pithiviers, on fait du Pithiviers, et à Sucrerie, on fait du sucre. Ça, dans le coin, au niveau des noms, on n'y va pas par 4 chemins. Pithiviers, durant l'Antiquité, c'est un carrefour très important de 4 routes gauloises puis romaines. La route de Sens, la route du Mans, la route de Reims et la route d'Orléans. D'ailleurs, le nom même de Pithiviers vient de ce carrefour très important, essentiel, central, puisque Pithiviers vient du gaulois Petuarios, qui veut dire les quatre routes. C'est donc autour de ce carrefour que va se développer une agglomération gallo-romaine, mais qui était plus du côté de Pithiviers-le-Vieil que de Pithiviers. D'ailleurs, c'est à Pithiviers-le-Vieil, ici, derrière moi, qu'on en a découvert les plus beaux vestiges, avec les thermes gallo-romains de Pithiviers, magnifiquement préservés dans une zone pavillonnaire. Il va falloir attendre la fin de l'Antiquité et la chute de l'Empire romain pour que Pithiviers ne se développe sur son site actuel. Parce qu'en fait, à la chute de l'Empire, avec les invasions barbares, mais surtout aussi avec le chaos qu'a été la période qui a suivi, la féodalité, les habitants de Pithiviers-le-Vieil, ils ont commencé à flipper. Ils avaient peur, ils étaient en insécurité, donc ils sont allés se réfugier sur une petite hauteur, sur une petite colline qui dominait la vallée de l'Œuf, ici, là où je suis. Et du coup, derrière moi, vous avez les vestiges les plus émouvants des tout premiers temps de Pithiviers, les restes de l'église castrale de l'an 1000, devenue collégiale Saint-Georges, à l'époque d'un grand personnage de Pithiviers, une femme, Dame Héloïse de Blois, la châtelaine de Pithiviers, qui, comme son nom l'indique, appartenait à la puissante famille de Blois. Et on a aussi, en dessous de ce qui est devenu aujourd'hui une école, eh bien les vestiges de la crypte de l'an 1000, de la collégiale Saint-Georges que l'on doit à Dame Héloïse. Regardez-moi ça. Les tout premiers temps de Pithiviers. Mais Pithiviers, au Moyen-Âge, c'est surtout aux confins de l'Île-de-France, le berceau du domaine royal des Capétiens. Une famille qui, au fil des siècles, va s'imposer sur toutes les autres, donc sur la famille de Blois. Et pourtant, au départ, c'était pas gagné, parce que le domaine royal des Capétiens, à la base, c'est un tout petit slip qui, en gros, va de Senlis à Orléans, en passant par Paris, et pas toujours par Pithiviers. Et même à l'intérieur de ce petit slip, c'était pas gagné non plus. T'avais encore des petits seigneurs pour se révolter contre l'autorité de leur chef. Je sais pas si vous vous rappelez à l'école, c'est la fameuse phrase qu'on prête à Hugues Capet, voyant un de ses vassaux se révolter, il lui dit « Bah dis donc toi, qui t'a fait comte ?» Et l'autre de lui répondre « Bah et toi, qui t'a fait roi ? M'en fous moi de ton autorité, je suis chez moi ici !» Et des petits seigneurs rebelles, il y en avait plein autour de Pithiviers. Il y avait le seigneur de Méréville, le seigneur du Puiset, et donc ici, à Yèvre-le-Châtel, le seigneur d'Yèvre, le fameux Arnoul en particulier. Alors ça, Arnoul, Hugues Capet, il n'en pouvait plus. Arnoul, tu me saoules. Ils vont donc devoir se battre, nos rois capétiens. Hugues Capet, Philippe Ier, Louis VI le Gros, jusqu'à ce qu'arrive un roi plus balèze, plus fort que les autres, pour moi, un des plus grands rois de France de tous les temps, j'ai nommé Philippe Auguste. Ah, Philippe Auguste, il va tout pacifier, tout calmer, il va défoncer tous ses rivaux, les petits comme les gros, et il va tout moderniser. Avec lui, on va quitter la vieille société féodale en bazar, avec des tout petits seigneurs, des tout petits domaines, des tout petits territoires où on ne circule plus, pour quelque chose de plus centralisé, mais aussi de plus homogène, autour d'une famille, les Capétiens et le royaume de France. Et ça tombe bien,
Parce que figurez-vous que les fortifications que vous avez ici derrière moi, à Yèvres-le-Châtel, magnifiques, eh bien elles datent justement du tout début du XIIIe siècle avec Philippe Auguste, quand la France, le royaume de France, est né avec lui. Peut-être un dimanche à Bouvines. Enfin, ça c'est Georges Duby qui le dit. Hein? Bataille de Bouvines. Pithiviers au Moyen-Âge, c'est donc une ville idéalement placée au cœur du domaine royal des Capétiens, mais aussi dans le grenier de la France, la Beauce. Et oui, on est donc ici dans une région agricole très riche. Et donc la ville, qui est toujours un important carrefour routier à l'époque, eh bien elle va pouvoir développer une intense activité agricole et commerçante avec des foires, des marchés. Donc très vite, la ville va déborder sa première enceinte pour installer des foires, des marchés, ici, place du Martroi. Et attention, les foires au Moyen-Âge, c'est hyper important. D'ailleurs, ça va donner nos jours fériés. Les jours fériés, ça vient de là, de la foire, le jour consacré à la foire et à rien d'autre. Et symbole de cette ville riche qui s'agrandit au Moyen-Âge, eh bien c'est la création à la fin du XIe siècle d'une nouvelle église paroissiale, en dehors des premières enceintes, au niveau justement de la place du Martroi. C'est l'église Saint-Salomon et Saint-Grégoire que vous avez derrière moi. Elle est magnifique, elle est sublime, avec sa flèche qui culmine à plus de 80 mètres de haut. Alors vraiment, cette église, c'est le symbole de Pithiviers. Ça, je peux vous dire que dans les plaines de Beauce, cette église, on la voit de loin. C'est Chartres. Pithiviers, à la fin du Moyen-Âge et à la fin de la guerre de 100 ans, c'est une ville qui va retrouver son prestige agricole et commerçant. Et du coup, encore et toujours, pour se protéger des menaces venues de l'extérieur, la ville, à la fin du XVe siècle, va se doter d'une nouvelle enceinte dont certains vestiges sont parvenus jusqu'à nous, comme ici, derrière moi, du côté du Mail Est. Pour le reste, cette enceinte de la fin du XVe siècle a quasiment totalement disparu dans Pithiviers, mais on en voit encore bien le tracé avec les fameux mailles de Pithiviers, le mail Est, le mail Sud, le mail Ouest, le mail Nord, qui forment un carré, le 4, le chiffre magique de Pithiviers, et ça nous montre bien la taille de la ville il y a 500 ans avec ces mailles. Pithiviers, durant la Renaissance, c'est une ville qui, toujours grâce à son carrefour routier, va se retrouver sur la route des rois de France. Depuis leur château de Fontainebleau, route de Reims, jusqu'au château de la Loire, Blois, Amboise, Chambord, route d'Orléans. Et ainsi, Pithiviers va se retrouver être une ville-étape où de nombreux rois de France vont venir séjourner au château de l'Ardoise que vous avez derrière moi. Il y a plein de rois de France qui sont venus ici, dans ce château du XVIe siècle, qui est assez joli, avec son toit en forme de carène de bateau inversé. On va avoir Henri III, Charles IX, Henri IV, mais surtout Louis XIV, qui va venir ici une petite dizaine de fois, faire étape à Pithiviers. Place de l'étape. Et c'est grâce à Louis XIV que Pithiviers va développer à l'époque moderne une nouvelle richesse agricole, le safran. Et oui, le safran, cette épice exotique, sans doute ramenée des croisades à Pithiviers dès le Moyen-Âge, eh bien il va falloir attendre un décret de Louis XIV en 1698 pour officialiser la culture du safran à Pithiviers et dans les alentours. Et ça va faire de Pithiviers la capitale mondiale du safran. Et oui, et la bourse du safran, où étaient fixés les cours, eh bien, elle était derrière moi, dans ces bâtiments de la rue du Sanitas, où pendant près de 2 siècles, eh bien, le monde du safran tournait autour de Pithiviers. Alors quand je vous disais que Pithiviers était devenu la capitale mondiale du safran, en fait il faut être très précis, parce que tout est parti en réalité d'un petit village à côté de Pithiviers, Boine.
D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est à Boine qu'il y a aujourd'hui le musée du safran. Et d'ailleurs, dans ce musée, il y a une machine incroyable qui, à elle seule, résume toute la complexité de la culture du safran. Venez voir, c'est par là. Mais regardez la tronche de cette machine qui, justement, se trouvait dans les usines de safran à Pithiviers, rue du Sanitas. Mais cette machine, c'est un truc complètement dingue, quoi. C'est pas une machine, c'est une usine à gaz. Et vous saviez à quoi elle servait? Juste à mettre le safran en sachet. T'as vu le truc? Non, mais celui qui savait piloter cette machine, c'était une tronche, hein. C'était le chef, hein. D'ailleurs, comme disait Pithiviers dans la 7e compagnie, ah ouais, là, il est fort le chef. Ah bah c'est pour ça qu'il est chef. Ah oui, ça, les mailles, c'est carré, hein. Puis c'est une spécialité du coin. Pithiviers, Boine, il n'y a que maille qui maille. Pithiviers, à l'époque contemporaine, c'est le développement d'une nouvelle richesse agricole, la culture de la betterave pour l'industrie sucrière. Et oui, le sucre dont les Français ne pouvaient plus se passer, eh ben à la base, il était fabriqué à partir de la canne à sucre venue des Antilles. Mais le problème, c'est qu'avec les guerres napoléoniennes, les Anglais, eh bien, ils ont bloqué les importations de sucre de canne. Donc Napoléon, il va décider de développer la culture de la betterave pour fabriquer du sucre. Et ça va cartonner parce qu'encore aujourd'hui, la France est le premier producteur européen de sucre. Et à Pithiviers, eh bien, autour de Pithiviers, il y a plein de champs de betteraves. Et à Pithiviers-le-Vieil, il y a une sucrerie très importante, hein, hyper importante. Attention les enfants, c'est ici qu'on fabrique le sucre d'Adisuc. C'est là. Et pour moi, le symbole de l'importance de l'industrie sucrière à Pithiviers à l'époque contemporaine, eh bien, il est ici, derrière moi, avec la création d'une voie de chemin de fer spécialement créée pour relier les sucreries entre elles, en particulier les sucreries de Toury à la sucrerie de Pithiviers-le-Vieil, avec des rails à faible écartement, hein, ambiance Decauville. Et cette voie de chemin de fer, eh bien, elle va fermer seulement en 1965, mais dès l'année 1966, une association de passionnés l'a remise en état pour le plus grand bonheur des voyageurs. Ah, je crois que le train s'en va. Pithiviers au XXe siècle, c'est encore une histoire de train, mais beaucoup moins heureuse, puisque la gare de Pithiviers, que vous avez derrière moi, va être le deuxième site de déportation de France après Drancy pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et oui, cette gare de Pithiviers va être un des rouages principaux de la Shoah en France. Des milliers de juifs, des milliers d'enfants vont partir de cette gare de Pithiviers. Hein, ils avaient été internés dans le camp de Pithiviers, dans le camp de Beaune-la-Rolande également, et ils vont être conduits en train vers les camps de la mort. Alors aujourd'hui, cette gare de Pithiviers, eh bien, elle est parvenue jusqu'à nous, et en 2022, elle a été transformée en mémorial de la Shoah, un musée aussi passionnant que nécessaire. Alors il ne reste plus rien aujourd'hui du camp de Pithiviers, hormis le bâtiment que vous avez derrière moi et qui servait d'infirmerie du camp. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'au départ, eh bien, c'est les Français qui ont construit le camp de Pithiviers en vue d'accueillir les futurs prisonniers allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, il n'y a pas eu du tout de prisonniers allemands, mais plutôt des juifs qu'on a fait transiter ici avant de les conduire vers les camps de la mort. Et oui, Pithiviers aujourd'hui, c'est une ville qui a su faire de son passé, même parfois douloureux, une force pour son avenir. Et on ne peut pas raconter l'histoire de Pithiviers sans terminer par une petite note sucrée.
et d'évoquer la spécialité de Pithiviers, à savoir le gâteau éponyme, le Pithiviers. C'est délicieux. Alors moi je suis pas un super cuisinier, mais pour vous en parler, eh bien je vais vous présenter un pâtissier de Pithiviers, pas n'importe lequel, le mari de Flo. Hein, bonjour Flo, ça va? On va voir Bruno. Il est là. Bonjour Bruno. Me voilà donc dans le laboratoire de Bruno, qui est pâtissier à Pithiviers, membre de la confrérie du Pithiviers. Il connaît bien le sujet. Bonjour Bruno. Bonjour Laurent. Bon alors le Pithiviers, comment ça se passe? Parce que tout à l'heure, j'ai comparé ça à une galette à la frangipane. J'ai dû courir très vite pour leur échapper. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais c'est quoi la différence alors entre la frangipane? Le Pithiviers est constitué de 4 éléments. Amandes, sucre, comme on peut appeler un temps portant, Ok. œufs et beurre. Voilà, 4 éléments. Le chiffre magique de Pithiviers, rappelez-vous, Pétuarios, les 4 routes. Voilà, là encore, 4 éléments, même quantité. Hein, c'est un 4 quarts. Presque. Presque, ouais, je vais devoir courir encore plus vite. Encore plus vite. Non, bah alors comment ça marche? On va en cuisine? On va voir le mélange. Alors, pour faire un Pithiviers, il faut Bruno. C'est ça, il faut juste Bruno et vous êtes tranquille. Vous allez regarder la télé à côté et après ça sera délicieux. Non, alors comment on fait? Alors, on mélange le temps portant, sucre, amandes et œufs. Donc, manuellement, ou nous, on le fait, on est un petit peu feignant, donc on le fait à la machine. Et on rajoute le beurre fondu. Là, la pâte est prête. Voilà. Maintenant, on passe Au moulage. au moulage. Ah, eh ben, ils sont beaux vos moules. Ça, c'est du moule. Dis-cave les moules. Ah, Donc un petit moulage à la normal. bouche, hein, à l'ancienne. Voilà. Ah. Oh là là, on croirait un tableau de Vermeer. On met dans le sens normal de marche. Vous êtes beau de profil, Bruno. Non, restez concentrés. Peu de Oh là là, profil. regarde, Vermeer. Regarde. Oh, la jeune fille et la perle. Ah oui, puis ça moule. Faut pas que ça traîne. Il y a un geste, hein. Il y a un geste. Moi, je pense que je moule comme ça. À cette Voilà. vitesse-là, je moule tout à côté. Ok, donc maintenant, on va au four. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà, faut se méfier des fours. Mon père m'a toujours dit, quand on a la tête en beurre, on s'approche pas du four. Voilà, donc on enfourne la plaque. Et voici, c'est parti. Enfourner 25 minutes. 25 minutes, une Bon, demi-heure. on va attendre. Allez, on attend 25 minutes. Et voilà, c'est cuit. Regardez comme ils sont beaux mes Pithiviers. J'ai tout fait tout seul. Maintenant, on passe à la dernière étape, le glaçage. Et pour ça, il faut de la délicatesse, il faut du doigté, il faut une touche féminine. Je fais appel à Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour. Donc on va participer ensemble au glaçage. Oui. Alors comment ça se glace? On a pris une gamelle, on a mis du fondant blanc, on l'a mis au point, 37 degrés. On a rajouté du sirop. Ouais, du sirop de quoi? D'amande? Non. Non, Du sirop quoi. C'est pour faire du liant, c'est quoi? C'est pour Oh là. le désépicir, parce qu'il est épais. C'est plus fin sur le D'accord. petit. Ok, pour le délier un petit peu, d'accord. Alors on glace, on glace. Ah, le nappage. Voilà, là il est bien glacé. Et maintenant, la petite touche finale, La décoration du petit. la cerise sur le gâteau. Ah, l'angélique. Ah, bah encore la présence des Romains. Vous savez que souvent, dans les sites archéologiques, eh bien, les archéologues se repèrent à la présence d'angélique, qui était une plante romaine. Ça a été vu avec les Romains. C'est les Romains qui ont rapporté ça dans l'Antiquité. Et maintenant, l'étape la plus importante, la dégustation. Alors, bon, Estelle, je vous laisse couper notre charmant Pithiviers. Allez, oh là, vous me fendez le cœur, il était magnifique. Allez. C'est bon, bah voilà. Vous pouvez partir. On va recommencer l'histoire de Pithiviers, Ouais. je vais recommencer, c'est bon. Et bravo Estelle, bravo Bruno. Merci. Merci beaucoup. Ah, franchement, le Pithiviers quoi. Merci Pithiviers. Il n'y a pas moyen de passer à Pithiviers
sans faire un petit détour par le château de Chamerolles pour aller faire un petit coucou à Lancelot du Lac. Parce que c'est Lancelot du Lac qui a fait construire ce château de Chamerolles qui date du XVIe siècle et qui est magnifique, magnifique symbole de la Renaissance. Et là, vous vous dites, oui, d'accord, ok, Laurent Deutsch, maintenant, il a les fils qui se touchent, parce que Lancelot du Lac, il n'a jamais existé. C'est un personnage fictif inventé par Chrétien de Troyes au XIIe siècle, hein, peut-être inspiré par un chevalier des croisades, le roi hongrois László, qui était très courageux, très impressionnant, et il aurait peut-être inspiré Chrétien de Troyes dans son personnage de Lancelot du Lac. Et pourtant, c'est bel et bien Lancelot du Lac qui a construit ce château de Chamerolles, mais c'est un autre Lancelot du Lac. Ce Lancelot du Lac du XVIe siècle, eh bien, c'était le chambellan du roi Louis XII, puis bailli d'Orléans pour François Ier. Et c'est donc lui qui a fait construire ce château Renaissance de Chamerolles, toujours sur la grande voie romaine qui conduisait de Fontainebleau à Orléans, en passant par Pithiviers et donc le château de Chamerolles. Il est magnifique ce château, hein, typique de la Renaissance, XVIe siècle, célèbre pour ses jardins, mais aussi pour ses parfums. Parce qu'il y a notamment ici un orgue à parfum tout à fait incroyable. Allez voir, je vais vous montrer un petit coup. Et le voilà, cet orgue à parfum du début du XXe siècle. Alors on dit orgue à parfum parce qu'en fait, le créateur du parfum, le nez, comme on l'appelle, eh bien, il va se servir des différentes essences comme autant de notes de musique pour composer sa partition, pour composer sa symphonie sensorielle, pour composer son parfum.